Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Opinion Première. En compagnie de Célia Cléry, nous recevons Philippe Gomes, député de la seconde circonscription de Nouvelle-Calédonie, président du parti Calédonie Ensemble. Bonjour Philippe Gomes. Bonjour William. Vous êtes à Paris pour la réunion du 12e comité des signataires de l'accord de Nouméa, un comité qui sera d'ores et déjà boycotté par un parti indépendantiste, l'Union calédonienne. On parle de chantage, voire de surenchère de la part de ces indépendantistes. Est-ce que vous partagez ce jugement ? Écoutez, d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'Union calédonienne est atteinte de boycott aigu depuis les élections, puisqu'elle a boycotté la province Nord, elle a refusé les postes de vice-président qui étaient proposés par Paul Niaoutine, les postes de président de commission. Elle a ensuite boycotté la conférence économique et sociale, qui, dans le prolongement des accords économiques et sociaux, a acté un certain nombre de réformes fiscales par tous les partis politiques, les syndicats de salariés et les patrons. Et puis enfin, elle boycotte aujourd'hui le comité des signataires. Donc, ce que je constate, c'est que cette organisation politique aujourd'hui joue beaucoup à tous les étages, internes ou externes, la politique de la chaise vide. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que c'est négatif pour notre pays. Le comité des signataires, c'est pas une invention de l'État. Le comité des signataires, c'est quelque chose qui est explicitement prévu par l'accord. Et ça a été prévu à la demande de qui ? Des indépendantistes, qui disaient chaque année, il faut qu'on se retrouve pour faire le point, voir ce qui avance et voir ce qui avance pas. Donc je crois que l'Union calédonienne, qui n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses, doit venir autour de la table pour exposer ces désaccords et pour qu'on en débatte. C'est ça l'intérêt du comité des signataires. Donc moi je regrette qu'au bout du compte, ils aient choisi la politique de la chaise vide. D'un autre côté, est-ce que ça ne fait pas vos affaires, dans la mesure où ça vous permet de dialoguer plus directement avec les indépendantistes du Palika, avec qui vous avez à peu près la même méthode. Chacun construit son projet de la Calédonie de plus tard, dans son coin, pour les comparer après. Non, vous savez, moi je sais que la sortie de l'accord ne se fera pas les uns contre les autres, ou les uns oubliant les autres. Je crois que la sortie de l'accord, on arrivera à la construire tous ensemble. Et pour la construire tous ensemble, on a besoin des deux principales formations politiques indépendantistes, que sont l'Union calédonienne et le Palika, au même titre qu'on a besoin des trois formations politiques de sensibilité non indépendantistes. Le dialogue de la sortie, il nécessite le concours de tous. Et donc, Calédonie Ensemble est totalement engagé dans ce dialogue qu'on veut ouvert, constructif, respectueux, et qui permette, après 2018, de continuer dans la paix et ensemble. Mais Philippe Gomes, vous le disiez, c'est le 12e comité des signataires et vous parliez à l'instant de dialogue. Est-ce que finalement, ce n'est pas un dialogue de sourds ? À quoi il va servir ce 12e comité ? Qu'est-ce qui va en sortir concrètement finalement ? Dialogue de sourds, c'est un mot un peu dur quand même que vous utilisez. C'est vrai que parfois on se parle et qu'on n'a pas toujours l'impression qu'on s'écoute. Vous avez du mal à vous entendre en tout cas. Oui, mais au bout du compte, est-ce que c'est pas notre chemin à nous ? C'est-à-dire que ben voilà, on n'est pas d'accord, on se boycotte, on se parle plus, puis finalement on réussit à retrouver les chemins et les fils du dialogue, et puis on arrive à reconstruire ensemble. Est-ce que finalement ce qui s'est passé au moment de Matignon, après les terribles épreuves d'UVA, ce qui s'est passé au moment de l'accord de Nouméa, après le préalable minier, le préalable du geste fort, est-ce que c'est pas finalement une manière pour le pays d'écrire son histoire, c'est-à-dire parfois aussi de façon chaotique. Alors, aujourd'hui, l'Union calédonienne ne participe pas, mais à part l'Union calédonienne, tous les partis politiques de sensibilité non indépendantistes participent, ainsi que le Palika et l'UPM. Donc, oui, c'est dommage que l'Union calédonienne ne participe pas, moi j'aurais souhaité qu'il participe. Pour autant, l'Union calédonienne n'a pas un droit de vie et de mort sur le dialogue pour construire la sortie de l'accord. Donc, nonobstant le fait que l'Union calédonienne ne participe pas, il est important que celles et ceux qui sont constructifs aujourd'hui puissent, autour de la table, commencer à bâtir les principes et les bases de ce dialogue. Ça ne veut pas dire qu'il sera fermé, ce dialogue, mais peut-être que demain, après-demain, dans quelques mois, quand les choses se seront peut-être apaisées, l'Union calédonienne reviendra autour de la table et on poursuivra le dialogue interrompu avec eux. Le Premier ministre Manuel Valls vient de confirmer l'envoi d'une mission parlementaire pour étudier la sortie de l'accord. Est-ce que c'est justement pour faciliter le dialogue local ou pour impliquer mieux le troisième partenaire qu'est l'État ? C'est avant tout pour que la représentation nationale, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat puissent être associés en amont au processus qui est engagé dans le cadre de la sortie de l'accord de 2018. Pourquoi associer les parlementaires, les députés, les sénateurs, de droite comme de gauche ? Parce que si jamais un accord est trouvé entre nous, avec l'État, indépendantiste, non indépendantiste et État, à partir de ce moment-là, on peut se retrouver dans une configuration
où la modification de la Constitution est nécessaire, comme cela a été le cas en 1998. Et si il y a une modification de la Constitution, il faut une majorité des 3/5 lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès à Versailles. Et cette majorité des 3/5, c'est automatiquement une majorité qui doit rassembler la gauche et la droite. Donc, associer les parlementaires, c'est d'une part garantir l'impartialité de l'État, et puis d'autre part, le cas échéant, commencer à préparer ce qui sera nécessaire dans l'hypothèse où un accord est trouvé et qu'une modification de la Constitution sera indispensable. Il n'y a pas une méfiance un peu vis-à-vis de Paris, justement, avec ces missions qu'on envoie et en même temps cette crainte de Non, parasitage il n'y a pas de méfiance. de la question calédonienne? La question calédonienne a été parasitée dans les années 80, parce que d'abord en 81, Mitterrand, élu président de la République, dans les 101 propositions, il a promis l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Bon, là, plus personne ne parle de l'indépendance Et de la ça Nouvelle-Calédonie. donne en 84 les événements. Et puis ensuite, Chirac est Premier ministre en 86, et lui, il se range aux côtés des non-indépendantistes. Et ça donne UVA. Donc conclusion, dès lors que la droite ou la gauche se sont engagés dans notre pays aux côtés des uns ou aux côtés des autres, ça finit systématiquement par de graves difficultés, voire par des drames. Donc conclusion, la Nouvelle-Calédonie, elle a réussi à construire son chemin de paix, son chemin du vivre ensemble, à partir du moment où le sujet calédonien est devenu un sujet d'union nationale entre la droite et la gauche. Ça a été le cas lors des accords de Matignon, ça a été le cas lors de l'accord de Nouméa. Il faut poursuivre sur cette voie-là. La Nouvelle-Calédonie ne doit pas donner lieu à un affrontement entre la droite et la gauche. Ça vous fait plus peur cette année, enfin aujourd'hui? C'est en tout cas la déclaration du Premier ministre aujourd'hui, de manière claire à l'Assemblée nationale, sur le fait que l'État devait être, dit-il, à équidistance de chacune des sensibilités, indépendantistes, non indépendantistes, qu'il ne devait pas y avoir d'enjeu politicien entre la droite et la gauche sur la Nouvelle-Calédonie, que cette mission de parlementaires de droite et de gauche était constituée pour accompagner le processus. Tout ça sont des déclarations et des actions qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire un État impartial au service d'un processus, parce qu'au bout du compte, vous savez, qui va décider de l'avenir du pays? C'est ni Hollande, ni Sarkozy. Ce sont les Calédoniens. Justement, pourquoi vous avez besoin de l'État finalement? On a besoin de l'État parce que, indépendantistes comme non indépendantistes, nous considérons que l'État est partenaire de l'accord. L'accord, il a été signé par les formations de sensibilité indépendantiste, le FLNKS, par les formations à l'époque de sensibilité non indépendantiste, c'était le RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République de Jacques Lafleur, et par l'État, en l'espèce par Lionel Jospin, Premier ministre. Donc, l'État n'est pas simplement un sleeping partner dans l'histoire, c'est un acteur de l'accord de Nouméa. Et à ce titre-là, il a des responsabilités. Enfin, on a besoin de l'État parce que le processus dans lequel on est, le processus de l'accord de Nouméa, c'est un processus de décolonisation et d'émancipation au sein de la République. Et qui décolonise et qui permet l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'État. Donc l'État a bien sûr une place importante dans le cadre du dispositif dans lequel nous sommes engagés. Mais d'un autre côté, on l'a vu avec le référendum écossais, quand l'État rentre dans le jeu et prend parti, y compris pour ses adversaires, les indépendantistes écossais, il peut faire pencher la balance une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que selon nous, l'État ne doit pas prendre parti. L'avenir des Calédoniens appartient aux Calédoniens. La déclinaison ultime au plan politique de notre pays, que ce soit l'indépendance ou pas l'indépendance, dans le cadre du référendum de 2018, ce sont les Calédoniens qui vont avoir à se prononcer. Ce sont eux qui vont décider de leur avenir. Ce sera ni Hollande s'il reste président de la République, ni Sarkozy s'il le devient, ni quelqu'un d'autre. Donc, on a besoin de l'État, mais on a besoin d'un État qui ne se range pas aux côtés des uns ou des autres. On a besoin d'un État impartial qui nous accompagne sur le chemin que nous avons choisi ensemble, celui de l'accord de Nouméa aujourd'hui. Et ce référendum écossais, justement, est-ce qu'il peut servir de modèle à la Nouvelle-Calédonie? Alors, la Nouvelle-Calédonie, elle a son cheminement propre qui est un cheminement singulier. On ne peut ni se comparer à l'Écosse, ni au Québec, ni à d'autres régions du monde. La France a pris possession de ce territoire en 1853, comme ça se faisait à l'époque, sur toutes ces terres immergées, lointaines. Et sur ce territoire, il y avait une civilisation kanak qui était vieille de 3000 ans, un peuple autochtone. Et puis pendant un siècle et demi, d'abord les Français sont venus dans le cadre de la colonisation pénale, puis ensuite de la colonisation libre. Ensuite, on a eu besoin de main-d'œuvre asiatique à la fin du XXe, début du XXIe. Ensuite, une main-d'œuvre polynésienne, wallisienne et futunienne pendant tout le XXe. Et donc, au bout du compte, on se retrouve à la fin des années 2000 avec un pays
dans lequel on a la moitié de la population d'origine autochtone, qui est là depuis 3000 ans, et puis une autre partie qui est venue construire le pays. Et elles sont à peu près équivalentes, ces deux parts de population, donc c'est quand même un cas unique dans les annales. Et l'accord de Nouméa dit quoi? Dit, bien sûr, il y a eu la colonisation et il y a eu les ombres et lumières de la période coloniale, et le peuple kanak a été nié dans son existence même. Et aujourd'hui, il doit être restauré dans sa dignité. Mais l'accord de Nouméa dit aussi les nouvelles populations qui sont venues construire le pays, parce qu'elles ont contribué à la mise en valeur de la Elles ont Nouvelle-Calédonie. voix au chapitre. Elles ont voix au chapitre, elles ont un droit équivalent qui est reconnu, qui leur est reconnu de continuer à vivre en Nouvelle-Calédonie, à décider de son avenir. C'est pour ça que l'accord de Nouméa crée la citoyenneté calédonienne. La citoyenneté calédonienne, elle n'a pas de couleur de peau. La citoyenneté calédonienne n'est pas liée qu'on soit là depuis 3000 ans, depuis là de 5 générations ou depuis une génération. La citoyenneté calédonienne, c'est ce qui fait que des Calédoniens de toutes origines, qui se sont retrouvés par les hasards de l'histoire en train de construire ensemble un pays, doivent continuer demain, parce qu'ils sont citoyens, à construire l'avenir de ce pays pour leurs enfants. Donc c'est ça la singularité calédonienne qui ne nous permet pas de nous comparer à quoi que ce soit d'autre. À cette limite près que si un investisseur décide de s'installer, de prendre racine et de faire souche en Nouvelle-Calédonie, malgré l'importance de son investissement, oui. Il ne pourra pas prendre part à l'évolution politique du pays. Oui, c'est le vrai souci d'aujourd'hui. On a aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres qui vont illustrer. Aux dernières élections législatives, pas législatives provinciales, on a eu 43 000 voix indépendantistes, 61 000 voix non indépendantistes et 23 000 voix de personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie mais qui n'ont pas pu voter parce qu'elles font partie de ce qu'on appelle le corps électoral gelé, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées après 98 et que dès lors, elles ne peuvent pas participer aux élections provinciales, même si elles peuvent participer aux élections municipales, législatives, présidentielles. Bon. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a en Nouvelle-Calédonie un sentiment d'injustice. Pour ces personnes-là, elles disent « je vis dans ce pays que j'ai fait mien, le cas échéant, j'y ai pris un conjoint, j'y ai eu mes enfants, j'y ai investi, j'y ai ma maison, et pour autant, je ne peux pas participer à la vie politique du pays. Je ne peux pas choisir celles et ceux qui vont me représenter au sein du Congrès. » Et donc c'est vrai que ce sentiment d'injustice, il va falloir le traiter lors de la sortie de l'accord de Nouméa. On ne peut pas exclure ad vitam aeternam une partie de plus en plus importante de la population qui vit, investit, travaille dans le pays et qui ne peut pas participer à sa vie politique. Où en sont vos relations avec Pierre Frogier, qu'on dit en perte de vitesse électorale, et pourtant on sent bien qu'il est quand même là? Oui, il est là. On peut même se dire, enfin je dis ça en plaisantant, on a le droit de plaisanter, que ces déclarations politiques sont inversement proportionnelles à sa représentativité aujourd'hui. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que le rassemblement UMP a perdu à peu près les 2 tiers de son électorat au cours des 5 dernières années, et qu'aujourd'hui, Calédonie Ensemble est très loin la première formation politique du pays. On a rassemblé 27 000 voix à l'occasion des dernières élections. Le rassemblement UMP, avec Harold Martin, l'Avenir Ensemble, avec Didier Leroux, avec Simon Louécotte, on a rassemblé 12 000. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Cela étant... c'est toujours une voix qui compte en Nouvelle-Calédonie. Cela étant, nous, on n'est pas là pour exclure. Voilà, c'est ça que je veux dire qui est important. C'est que le rassemblement UMP a un poids électoral qui est ce qu'il est, et puis il y a aussi une histoire qui est celle du RPCR, de Jacques Lafleur, des accords de Matignon et de Nouméa. Et donc, on ne peut pas construire le pays contre les uns ou contre les autres, ou dans le cadre de règlements de compte post-électoraux. Je crois que ça doit être exclu de notre mode de fonctionnement. Vous savez, en tant que première formation politique du pays, on a une responsabilité particulière. Cette responsabilité particulière, c'est les Calédoniens qui nous l'ont confiée. Et on doit trouver un chemin pour sortir par le haut de l'accord de Nouméa. Et ce chemin, on doit le trouver tous ensemble, y compris avec celles et ceux qui n'ont pas de sympathie particulière pour nous. Et je pense que Pierre Frogier, aujourd'hui, en fait partie. Moi, ce que je dis à Pierre, que je connais de très longue date, c'est qu'il faut qu'on arrive à retisser entre nous les fils du dialogue. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas attendre l'élection de 2017 et l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy pour commencer à discuter. Nicolas Sarkozy avait lui-même dit que le processus calédonien devait être déconnecté des échéances nationales. Donc il l'avait dit lorsqu'il avait reçu les signataires le 24 juin 2010 au Palais de l'Élysée. Donc voilà, essayons de déconnecter la situation calédonienne des problématiques nationales de droite et de gauche. Essayons de travailler entre nous d'abord, avec les indépendantistes ensuite, et essayons de mettre de la bonne volonté dans notre démarche. On a le destin d'un peuple aujourd'hui entre les mains. Il faut bien se rendre compte de ça.
pour nous, en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, c'est pas plus d'impôts ou moins d'impôts, plus de déficit ou moins de déficit, Ah bon, qui tout sont va des bien sujets vachement importants, bien sûr, mais c'est est-ce qu'on va continuer à trouver le chemin pour vivre ensemble et vivre en paix? C'est pas une petite question, c'est pas une petite question. Le pays a connu ses drames, a connu du sang, a connu des larmes qui ont coulé sur des joues de toutes les couleurs. Et voilà, il faut que aujourd'hui ce passé, cette histoire, on l'assume ensemble. Ça fait partie de notre mémoire commune, qui a été une mémoire déchirée, heurtée, et qui aujourd'hui est de plus en plus, je crois, une mémoire partagée. J'ai notamment participé au 25e anniversaire des cérémonies du drame d'Ouvéa avec les morts dits du 22 avril, selon les gendarmes et les militaires, et les morts dits du 5 mai. Ce sont aujourd'hui nos morts, qu'ils soient des militants indépendantistes ou des militaires ou des gendarmes. Et on doit intégrer ça dans notre manière de faire. Je le dis à Pierre Frogier, je le dis aussi à l'Union calédonienne. Hein. Je le dis de la même manière. Finalement à tous les partenaires, vous dites que vous avez besoin de l'État. Rapidement, François Hollande sera en Calédonie à la mi-novembre. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite, en quelques mots? La venue, alors moi d'abord je ne suis pas socialiste, donc le président de la République est aujourd'hui un président socialiste. Mais ce qui compte pour moi, c'est pas sa sensibilité politique. Ce qui compte, c'est qu'en tant que républicain, nous accueillons sur le sol calédonien le président de la République française. La Nouvelle-Calédonie appartient à la République française, donc ça n'est pas rien. C'est pas tous les jours que ça se passe. Qui est venu comme président de la République en Nouvelle-Calédonie? On a eu Nicolas Sarkozy, qui est venu à la fin de l'année 2013, avant les élections de 2014. On a eu Jacques Chirac, qui est venu en 2003. On a eu Giscard d'Estaing, qui est venu une fois. François Mitterrand, au moment des événements, moins de 24 heures. Bon, voilà. Donc, ce sont des moments importants dans la vie du pays. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que la venue de François Hollande sur un certain nombre de dossiers calédoniens, dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa, puisse impulser une nouvelle dynamique pour le dialogue qu'on doit nourrir ensemble. Et la voix du président de la République doit rester une voix impartiale, non pas au service d'une sensibilité ou d'une autre, mais au service de l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie et de l'intérêt national. Dans le paysage politique national, le retour de Nicolas Sarkozy, ça vous fait ni chaud ni froid? C'est une bonne chose? Écoutez, Nicolas Sarkozy, on le connaît très bien en Nouvelle-Calédonie. Moi, je l'avais accueilli en 1988. En 1988, il était venu en tant que chargé de mission, était auprès de Jacques Chirac, il était député-maire de Neuilly à l'époque. Et il était venu parce qu'il était mandaté par Jacques Chirac pour rendre un rapport sur les accords de Matignon, qui venait d'être signé par Rocard, et pour que ce rapport permette d'éclairer le positionnement du RPR sur le référendum national qui devait avoir lieu sur les accords de Matignon. Donc pendant une dizaine de jours, nous nous sommes promenés, entre guillemets, dans toute la Nouvelle-Calédonie. C'était une période quand même un peu délicate, hein. On avait les événements d'Ouvéa, etc. Et on a sympathisé à ce moment-là. Et depuis lors, on ne s'est jamais perdu de vue quelle qu'ait été sa responsabilité. Et chaque fois que je fais des déplacements en métropole, j'allais lui rendre visite régulièrement. Bon, sauf ces dernières années, puisqu'il était retraitable, hein, où il était en situation de... la politique, en tout cas. Voilà, il s'était éloigné de la politique. Bon, aujourd'hui, des déclarations qui ont été faites, de l'action qu'il a engagée, il est revenu dans le champ politique et envisage d'exercer des responsabilités importantes à la tête du plus grand parti de droite à l'échelle nationale. Donc voilà. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Vous savez, dans l'UMP, il y a des talents. Je vois qu'on dit beaucoup de mal. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais il y a des gens comme Alain Juppé ou Bruno Le Maire ou NKM qui sont à des degrés divers, une ancienne et une nouvelle génération, mais des vrais talents français qui peuvent contribuer au redressement de notre pays. Nicolas Sarkozy, bien sûr, en fait partie également. Donc il appartient aux militants de l'UMP aujourd'hui et aux Français demain de décider quel doit être son destin et s'il doit en avoir encore un autre. Très rapidement, vous avez un petit pot. La question chapeau pour finir. Je crains le pire. Par qui sont préparées ces questions? Nous, évidemment. C'est vous deux là qui avez préparé ces questions? Non, et puis d'autres gens. D'autres aussi, tout le monde? De Bourail. Bon. Là, je ne vous crois pas. Quel est votre modèle en politique? Alors moi, mon modèle en politique, c'est un homme politique qui est devenu une star planétaire et qui est devenu un mythe. Parce que... Barack Obama. Non. Martin Luther King, déjà. Non. Parce qu'il est mort jeune. C'est les conditions dans lesquelles on devient un mythe, d'ailleurs, en politique comme dans d'autres secteurs d'activité. C'est John Fitzgerald Kennedy. Alors pourquoi ?
D'abord parce qu'il a réussi quelque chose d'incroyable, c'est en étant catholique de devenir président des États-Unis d'Amérique. Et ça, c'était quelque chose d'inenvisageable à l'époque où ça s'est passé. Ensuite, parce qu'il a incarné un renouveau total dans la manière de faire, la manière de s'exprimer, la manière de communiquer, la manière de traiter les affaires du pays. Et ça a vraiment donné un coup de jeune à une Amérique qui doutait peut-être un peu d'elle à cette époque-là. Et je crois que ça a inspiré beaucoup de leaders politiques dans le monde. Et puis enfin, parce que je crois que un certain nombre de combats qu'il a menés, même s'il n'a pas pu les mener jusqu'au bout, je pense aux combats pour les droits civiques notamment, ont été des combats novateurs qui ont ensuite, dans les années suivantes, pu aboutir. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, moi je suis sous le charme de cet homme politique exceptionnel qui a laissé une trace mythique dans l'histoire du monde. Merci Philippe Gomez. Merci à vous, merci de votre invitation, merci de Cet l'échange.